Alors aujourd'hui, je vous emmène sur une île. Vous la connaissez sûrement si, comme moi, vous êtes fasciné par les paysages un peu inédits. C'est une île volcanique incroyable qui s'appelle Lanzarote. Elle se situe dans les îles Canaries, en Espagne. Enfin, en Espagne, parce que ça appartient effectivement à l'État espagnol, mais pour vous la situer sur une carte, si vous prenez, vous voyez le nord de l'Afrique, vous zoomez sur le Maroc et particulièrement sur la zone du désert du Sahara, et ben là, voilà, un peu en dessous de Marrakech, sur la gauche, dans l'océan Atlantique, on est dans les îles Canaries et parmi ces îles, il y a Lanzarote. Si je vous parle de cette île dans ce podcast, c'est parce que j'ai envie de vous faire découvrir la vie d'un artiste qui est né sur cette île et qui en a fait son projet de vie. Ce monsieur s'appelle César Manrique. Alors vous allez voir, en fait c'est fascinant parce que ce monsieur est aussi un autodidacte quelque part dans son métier d'architecte qu'il a fait. Vous verrez ça tout au long de cet épisode parce qu'à lui seul, il est à l'initiative d'une sacrée métamorphose de son île. Alors d'abord, quelle est cette île que César Manrique a utilisée comme terrain de jeu toute sa vie? Lanzarote, c'est une île donc volcanique, assez désertique. Elle est aussi appelée l'île aux 1000 volcans parce qu'en fait, il paraît qu'on peut voir tous les petits cratères éteints un peu partout. Les dernières éruptions auraient eu lieu au début des années 1700. Du coup, voilà une île au paysage complètement hallucinant parce que on a presque de la peine en fait à croire que ces paysages existent sur notre planète tellement certains endroits semblent lunaires et puis on pourrait même aussi parfois à certains endroits se dire que c'est presque des paysages martiens parce qu'il y a aussi beaucoup de montagnes aux teintes assez rouges, un sable qui est soit cuivré, soit noir intense. D'ailleurs, vous avez peut-être vu des images, mais les plages, l'eau, en fait, tout a une couleur mais complètement dingue. Et puis la lave, en fait, toutes ces coulées qui ont refroidi, qui ont créé des choses complètement folles, elles ont creusé des tunnels, des grottes, enfin, il y a plein de non-lieux un peu magiques qui ont du coup été utilisés en grande partie par ce monsieur César Manrique, vous allez voir. Alors, qui est-il en deux mots? Donc lui, il est né en 1919, donc sur l'île de Lanzarote. Il fait des études d'urbanisme et un peu plus tard, il va à Madrid pour entrer aux Beaux-Arts. Il y fait sa vie à Madrid. Il s'inscrit aussi parmi le mouvement du surréalisme. Et en 1964, il est invité à New York pour exposer ses œuvres. Et il va y rester 4 ans. Et à son retour, là, gros déclic, en fait, il se dit « Ok, bon, je rentre et je vais faire de mon île l'un des plus beaux endroits du monde ». Alors, je vous rappelle que ce monsieur est artiste et qu'à ce moment-là, donc pas du tout architecte. Ce podcast commence finalement ici, au moment, à la fin des années 60, au début des années 70, lorsque ce monsieur, donc César Manrique, décide d'entreprendre plusieurs chantiers sur son île. Alors là, quand je parle de chantier, enlevez-vous tout de suite les images de grues et d'autres grosses constructions qu'on pourrait avoir en tête quand on parle de chantier. Là, c'est vraiment tout autre chose. Et dans son cahier des charges, en quelque sorte, il avait des objectifs qui étaient non négociables. Le premier, c'était n'autoriser que la méthode de construction traditionnelle de Lanzarote. La seconde, c'était de limiter le nombre d'étages des bâtiments à 2 et de supprimer aussi tous les panneaux publicitaires au bord des routes de cette île. Donc vraisemblablement, il ne ressort pas indemne de ces 4 années passées à New York. Et donc, pour le plus grand plaisir de nos yeux, des habitants et des voyageurs qui ont la chance d'aller visiter cette île, ce sont quand même des conditions assez confortables et qui permettent de découvrir des habitats complètement en harmonie avec le milieu naturel dans lequel ils s'implantent. Alors, le premier gros projet qui a vu le jour, c'est sa maison. Aujourd'hui, sa maison est devenue une fondation, en fait la fondation César Manrique. Il commence à la construire à son retour de New York et il y a vécu pendant 20 ans. Il faut savoir qu'en fait, son objectif, c'était vraiment de créer un dialogue entre la nature et l'architecture. Parce qu'en fait, comme l'île est pleine de vestiges volcaniques somptueux, il a la merveilleuse idée de vouloir composer en fait avec ces magnifiques coulées de lave séchée et donc de construire sa maison autour de ces pierres volcaniques. Et vous allez voir, sa maison est juste sans sas. Petit détail génial, en fait, l'étage inférieur est construit dans des bulles volcaniques naturelles. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des bulles d'air qui étaient présentes dans les coulées de lave et en se solidifiant, finalement, la lave a figé cette air, donc ce vide. Et donc là, résultat, dans sa maison, il y a 5 cavités vides
qui ont formé en fait 5 pièces qu'il a ensuite reliées entre elles par des tunnels. Donc ces 5 petites bulles sont un salon, un atelier, une chambre et ensuite une pièce de vie, il me semble. Donc vous voyez, pour vous dire aussi à quel point il a vraiment fait avec ce qui était là, avec ce que la nature avait décidé de créer et de toutes ces imperfections, de ces contraintes, il en a fait finalement des occasions d'être créatif en s'adaptant à ce qui existait. Ici, à Lanzarote, il y a vraiment aussi une nature qui est très aride en fait. Et quand on arrive au 2e étage, là, on a un habitat un peu plus traditionnel, vous savez, avec les murs blanchis à la chaux. On retrouve souvent ce type d'architecture aussi dans les îles Baléares ou en Grèce, dans les Cyclades par exemple. Voilà donc une maison complètement dingue où le blanc vif de la chaux vient contraster avec la pierre de lave gris anthracite, presque noire en fait, c'est vraiment incroyable. Et il y a même en fait des pièces où il a laissé pile à l'endroit de la fin d'une coulée, ce qui fait que quand on est à l'intérieur de la maison, on a l'impression qu'il y a eu une éruption volcanique après la construction de la maison et que la lave en fait est venue fracasser le bas du mur de la maison pour s'y arrêter quelques dizaines de centimètres après. C'est assez beau en fait. À nouveau, je vous partagerai une photo là de cette pièce sur Instagram parce que je pense que c'est assez chouette de voir un peu à quoi ça ressemble tout ça. César Manrique a de nouveau finalement rendu un peu vivante cette lave en quelque sorte. Elle fait vraiment partie de la maison parce qu'elle est la maison en fait. Et il a poussé aussi le contraste encore plus loin parce qu'il a créé un jardin. Dans cette terre volcanique, en fait, on y retrouve beaucoup de plantes peu gourmandes en eau, donc des cactus, de l'agave, etc. Bon, on n'aime pas forcément tout, mais en tout cas, il est arrivé à créer quelque chose de vraiment très poétique, presque improbable, parce qu'à première vue, on a vraiment l'impression que rien ne peut pousser dans cette terre qui est presque en fait de la cendre. Hein. Et voilà, il existe finalement cette palette horticole qui arrive à pousser dans ces zones complètement extrêmes. Et c'est un peu un émerveillement total de voir qu'en fait, non, il y a quand même des choses qui poussent. Et puis, vous verrez aussi des photos à Lanzarote de vignes incroyables qu'ils ont formées dans des petits cratères comme ça. Enfin, c'est vraiment très, très beau. Donc, il y a aussi du vin qui est produit dans cette île. Et il y a un autre projet que j'ai trouvé super intéressant parmi tant d'autres, parce qu'il y a presque 10 lieux qui se visitent aujourd'hui de César Manrique. Et ce second qui vaut vraiment le détour, c'est ce qu'on appelle en fait les Jameos del Agua. C'est, alors accrochez-vous bien, en fait, lors de dernières éruptions volcaniques de l'île, il y a eu une énorme coulée de lave qui a formé un tunnel gigantesque de 6 km. Et en fait, Jameos, en aborigène, ça veut dire partie du toit d'un tube de lave qui s'est écroulé. Donc, en gros, je ne sais pas si je suis très claire, mais ce qui s'est passé, c'est qu'à certains endroits de ce tunnel, donc il y a la partie supérieure qui s'est effondrée. Du coup, ça fait qu'à ces endroits-là, on peut accéder à ce tunnel comme si on descendait en fait dans une grotte. Et là, c'est sublime parce qu'il y a certains endroits où il y a de l'eau, un peu comme une source en fait. Alors, c'est de l'eau salée qui est reliée à l'Atlantique. Hein. C'est vraiment sublime parce que la couleur de cette eau, elle est un peu aux allures de lac naturel souterrain, vous voyez. C'est complètement dingue. Et il y a d'autres endroits un peu plus loin dans le tunnel qui sont, eux, beaucoup plus secs. Et ils ont été transformés par César Manrique en lieu de vie. Donc il y a un restaurant, un musée, un auditorium, etc. C'est vraiment insolite. Et un autre point que je voulais partager avec vous avant de terminer cet épisode, c'est le fait que finalement César Manrique, il voulait certes que son île soit la plus belle du monde, mais il voulait aussi la préserver le plus possible et la laisser authentique en fait, éviter les ravages d'un tourisme de masse. Et je vous le disais en introduction, donc il a banni les pubs et il avait aussi fixé avec le maire de l'île à l'époque un quota de visites. Le maire avait aussi interdit la construction de tours vraiment disgracieuses pour loger des touristes. Donc ça peut paraître un peu rude en fait ces partis pris, mais c'est vrai que parfois il n'y a pas 15 000 solutions pour protéger un lieu ou un espace naturel. En tout cas, ce que je peux dire d'après mes recherches, c'est que ce monsieur est considéré vraiment comme un saint sur son île pour l'avoir préservé et protégé de la sorte. Et moi, je suis admirative de ces gens-là qui prennent vraiment la peine de créer des choses en se mettant des contraintes que personne ne leur impose, juste parce qu'ils sont émerveillés par cette nature que l'on a souvent presque l'impression de déranger. Quand on découvre ces endroits, voilà, ces paysages à la beauté saisissante, en fait, on se sent privilégié, chanceux vraiment. Et je trouve ça beau cet élan de vouloir ensuite qu'une seule chose, c'est préserver cette beauté et garder pour soi aussi ces petits endroits secrets qui nous font vibrer.